Municipal est une association familiale laïque, progressiste et indépendante. L'école doit être organisée comme projet de société. J'ai moins peur des extrémistes religieux que des laïcs qui se taisent. Salut Nicolas. Bonjour Franck. Ça va ? Eh ben ça va bien. Oui. Bon, c'est la 5e de Laïcidad, dis donc. Eh oui, 5e déjà. Beau succès du précédent épisode. Alors on a reçu les insultes, c'était prévu. Oui. Les ligues de vertu et les calotins étaient au rendez-vous, pas de problème. Ouais, c'est super. Ça nous fait plaisir de se faire insulter par certains. Ça veut dire qu'on a raison. Ouais, c'est vrai, c'était sympa. Ouais, voilà. Il y a des fois, comme ça. Donc la 5e, là, on va parler un peu des étudiants, des étudiantes, de tout ce qui se passe en ce moment à cause de la crise, mais pas que, parce que la crise accélère un petit peu et met en évidence un peu plus ce qui existe déjà. Et moi, je voulais te parler là des queues. T'as vu les longues queues qu'on a vues là dans les reportages à la télé, etc., ou qu'on voit dans les rues, des jeunes étudiants qui font la queue pour aller chercher à manger. C'est extraordinaire. C'est fou. Alors, Franck, je sais que tu n'es plus tout jeune comme moi. Oui. Te souviens-tu de toutes les émissions de télévision, de radio que nous avions dans les années 80 sur les queues, qui étaient la honte suprême qu'on nous décrivait quand on voyait les queues en Pologne, les queues en Russie. C'était le symbole de la décadence des systèmes de l'Est. Oui. On faisait régulièrement des émissions entières sur la queue. Il y a même un théoricien d'extrême gauche qui a écrit une thèse sur la queue. Et là, nos jeunes, nos enfants font la queue pour manger, la queue pour se soigner, la queue pour se laver. Et bien finalement, à part quelques images dans certaines télévisions, ça ne va pas plus loin. Ouais, c'est ça. C'est banal, c'est banalisé. C'est ça, on nous montre les queues, mais on va pas chercher les problématiques, etc. Et puis il y a des solutions formidables pour éviter ces queues, parce que ils vont chercher de la nourriture, où on se retrouve avec des repas à 1 euro dans les universités pour les étudiants. Mais où on comprend bien que c'est pas la même chose d'une université à une autre d'ailleurs. Oui, alors déjà il y a des disparités entre universités, entre régions, entre types d'études, parce que on va le voir, les apprentis ne sont pas logés à la même enseigne. Exactement. Voilà, en fait, on dirait qu'il y a une idéologie de la queue qui s'est mise en place, une banalisation. On est en train de nous préparer à nous tous faire la queue. C'est ça. Ça commence par les jeunes et ça va continuer par toute la population. Ouais. Alors là, en dehors des jeunes, moi j'ai vu là, il y a pas longtemps là, je suis sorti et j'ai vu la queue. C'était un samedi, la queue au tabac, la queue à la boulangerie, la queue à la pharmacie, la queue devant des tentes pour faire des tests. On voit des queues partout. Et puis alors, avant 18h, c'est encore la queue. Donc là, on voit bien que le couvre-feu à 18h, il y a bien, c'est un peu compliqué pour que tout le monde puisse respecter. Ça devient fou, ça devient quelque chose de banal. Et regarde, on fait maintenant la queue pour la soupe populaire, et on fait la queue pour la malbouffe, pour les fast-foods. Exactement, c'est vrai. Et là, d'ailleurs, je crois qu'on va comprendre que finalement, l'économie de la malbouffe a à voir avec tous nos problèmes. Ouais, parce que là, on a quand même, là, dans ce Laïcidad 5, on intervient, on a pas mal de personnes qui interviennent, plein de sujets, mais qui sont sur un unique, qui est quand même nos étudiants, notre jeunesse, aujourd'hui, la situation, on parle de logement et on parle d'alimentation, on parle d'alimentation et de sécurité alimentaire. On a quand même des beaux intervenants et intervenantes intéressants. Oui, et je pense que
nos auditeurs vont comprendre ce qui se passe et l'écroulement du système dans lequel nous sommes. Oui, parce qu'on va trop loin. Toute la société du spectacle à l'œuvre ne pourra pas longtemps continuer à cacher les véritables problèmes et surtout les seules solutions possibles. Oui, tout à fait. Que nous proposons. Voilà. Et on va entendre justement des solutions. Voilà, il y a plusieurs qui évoquent des solutions. Il y a des échanges très intéressants là-dessus. Et on a même enregistré plus longtemps que ce qui était prévu. Mais c'est bien, c'est sympathique. Et nos auditeurs et auditrices vont être agréablement surpris. Oui, je le pense. Eh ben, on écoute ça. Allons-y, c'est parti. Et donc, pour comprendre la situation, nous avons invité plusieurs personnes qui vont, d'une part, nous témoigner de ce qui se passe chez les étudiants. Donc, on a invité des étudiants et également des responsables mutualistes de mutuelle, la mutuelle familiale. Bah oui, quand même. La mutuelle a mené dans plusieurs endroits des actions de solidarité avec les étudiants. Ensuite, on verra, on discutera avec des camarades sur les solutions qui sont réfléchies et envisagées pour résoudre les problèmes que nous déplorons. Alors, Aliénor, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe ? Alors du coup, donc en tant qu'étudiante, je peux un peu parler de la situation. C'est vrai, en fait, on a tous vu passer sur internet les vidéos de Rémi Buzy, notamment de Brut, qui filment les étudiants qui sont en train de faire la queue dans les associations alimentaires, etc. On a tous vu passer ça, et en fait, donc tout ça c'est lié à la situation, au fait que les étudiants n'ont plus de job, les jobs étudiants qui leur servent pour vivre, en fait. Leurs revenus sont beaucoup plus bas qu'ils ne l'étaient avant. Certains ne bénéficient pas du tout d'aide de leurs parents ou sont étrangers et sont seuls ici. Le fait d'être aussi, de vivre dans un petit studio et d'être isolé avec le confinement à 18h, ça n'aide pas la communication, la vie sociale, etc. Donc voilà, en plus d'être isolé et chez eux dans des petits studios. Moi je parle parce que je suis à Paris, donc j'ai des amis qui vivent seuls dans des petits studios. En plus de ça, qui ne voient personne, on les enjoint on les convie à rester chez eux et à pas voir leurs amis, ne pas voir leur famille, etc. Ou en tout cas, c'était comme ça que ça se passait pendant le confinement, et pendant le couvre-feu, la situation n'est pas meilleure, puisqu'en finissant les cours à 17h30, à 18h, voire même à 20h pour certains TD et certaines facs, déjà c'est impossible d'aller faire ses courses, comme pour beaucoup de personnes qui finissent aussi le travail assez tard, et donc d'avoir une vie sociale qui est, en tant qu'étudiant, on a besoin de voir ses amis, surtout qu'on est loin de sa famille. Donc ça, c'est impossible aussi. Après, il y a certaines aides qui ont été mises en place. Donc je pense par exemple au repas à 1 euro au Crous, qui est un bon début, mais c'est pas suffisant dans le sens où il y a énormément de disparités entre les facs. C'est très inégal. Ce repas à 1 euro dans certaines facultés, on va retrouver un vrai repas chaud avec un dessert, donc il y a un yaourt mais une bouteille d'eau, donc ce qui est largement, ce qui est suffisant et de portions raisonnables. Et dans d'autres facultés, on va trouver des repas à 1 euro qui se résument à un sandwich au fromage et une bouteille d'eau. Donc ça, c'est des problèmes qui se posent aussi, et c'est assez important, je pense, de pas avoir une égale distribution pour tout le monde. En plus de ça, on pense aussi au chèque psy qui a été mis en place récemment. Sauf que le chèque psy, par exemple, c'est seulement gratuité pour 3 séances. Donc ça permet pas, en fait, pour un étudiant de suivre un suivi psychologique qui est poussé et sérieux. Au bout de 3 séances, on a juste le temps de parler un petit peu. C'est des séances de 45 minutes, donc parler un petit peu, mettre le point sur le problème, mais ça va rien aider, ça va rien résoudre. Donc là aussi, il se pose un problème. En plus de ça, on se sent extrêmement délaissé par le gouvernement, par la ministre de l'enseignement supérieur. Les suicides, on en parle en ce moment, mais il y en avait un petit peu avant, mais en ce moment, par exemple en janvier, l'étudiant qui s'est suicidé à Lyon, il a fallu attendre des jours et des jours avant que Frédérique Vidal se prononce, et elle s'est prononcée avant sur l'incendie d'un gymnase à Nantes, avant même de parler de cet étudiant qui s'est suicidé à Lyon. Plein de choses comme ça. Le Macron, à part dire que c'est dur d'avoir 20 ans en 2021, finalement, dit pas grand-chose. Voilà, Frédérique Vidal qui
nous dit de rester chez nous, et puis plus loin nous dit de sortir voir nos amis, alors que c'était encore une période de confinement à ce moment-là. Enfin voilà, je pense qu'il y a énormément de choses à dire, énormément de problèmes à résoudre, et mais je pense que le plus important, c'est que les étudiants en ce moment, il y en a énormément qui sont en détresse psychologique et détresse financière, et ces problèmes, j'ai pas l'impression qu'ils sont sur le point de se résoudre. Et le plus gros problème aussi, c'est que ce sont les étudiants eux-mêmes qui sont obligés de se mobiliser au sein d'associations pour subvenir à leurs propres besoins et pour s'aider entre eux, alors que le gouvernement va pas aider à cette hauteur-là. Enfin, c'est plus les organismes privés. On voit aussi en ce moment les grandes enseignes commerciales faire des prix pour les étudiants. Leclerc a lancé, je crois que c'est Leclerc qui a lancé 20 repas pour 21 €, quelque chose comme ça. Je sais qu'Intermarché aussi a aussi mis des mesures en place. Donc il y a beaucoup d'initiatives, mais très peu qui viennent du gouvernement, très peu qui viennent du gouvernement, et donc je trouve ça un peu déplorable. Voilà. Merci Aliénor pour ce témoignage. Alors Alexandre, vous êtes étudiant, alors pas dans la même ville, je crois. Est-ce que vous vivez la même chose? Étudiant, mais un peu particulier parce que moi je suis apprenti, donc j'ai fait tout mon cursus d'école en apprentissage, donc la situation est un peu plus différente sur un point de vue personnel, strictement personnel. Cependant, j'ai encore tous les cercles d'amis qui sont étudiants, et donc je peux plus constater certaines choses. Je suis visiblement moins renseigné que Aliénor sur ce qui se passe un peu dans les universités et les facs, tout ça pour dire mais que globalement on ressent quand même un peu la même atmosphère de délaissement, même si on a pu voir quelques actions qui ont été mises en place, notamment pour les apprentis. Je pense il y a un chèque de 1000 € qui est distribué pour les apprentis qui ont un contrat de moins de 18 mois, pour les aider au niveau du logement, pour les aider au niveau des transports, comme l'a dit Aliénor, pour se nourrir tout simplement, si c'est pas assez. Après, elle parlait de la détresse psychologique, et moi ce que j'ai pu constater en particulier, c'est pour les premières années des étudiants qui viennent d'arriver dans le supérieur, qui viennent de se séparer de leurs parents, qui viennent de découvrir une ville, et qui ont à peine eu un mois pour faire connaissance avec leurs camarades de promotion, dans des conditions pas toujours très faciles, et qui se sont retrouvés tout de suite après la rentrée en confinement, en couvre-feu, et qui ont donc pas vraiment eu le temps de nouer des relations sociales avec leurs camarades, et qui donc se retrouvent, eux, comme elle l'a dit, dans des petits appartements complètement seuls, à travailler sur leur projet, en ayant un peu plus de difficultés à joindre l'autre. Et pour ce qui est des étrangers isolés, pour eux aussi c'est nettement plus difficile, que les contacts sont encore plus difficiles que ici. On peut essayer de s'arranger pour prendre un train, quelque chose comme ça, retourner chez les parents, mais pour les autres c'est nettement plus difficile. Après, il y a l'absence de la possibilité de pratiquer un job étudiant, donc ça c'est une baisse de revenus qui est même assez conséquente. Moi j'ai plusieurs amis qui ont été concernés par ce problème. C'est plus d'appart, ils ont dû quitter pour le coup, moi j'ai fait mes études sur la métropole lilloise, donc c'est retour chez les parents, parce que plus moyen de se payer l'appartement et de payer de quoi se nourrir. Donc globalement un sentiment un peu d'abandon. Alors après on peut essayer d'être un peu critique sur la situation. Alors on se rend compte que sur certains aspects, les étudiants sont peut-être pas ceux qui sont les plus à plaindre. On n'est pas forcément des personnes, on n'a pas forcément de personnes à charge, on n'a pas de famille à nourrir. Cependant, on a une génération à ces âges-là, on découvre un peu une vie d'adulte à petite responsabilité, à part soi-même. Et on a privé du coup ceux qui arrivent dans le supérieur de cette découverte un peu de l'insouciance, ou alors ceux qui en sortent, ce qui est mon cas, d'opportunité de découvrir des gens, de découvrir des métiers. Pour beaucoup de monde dans mon école, on était censé faire des mémoires à l'étranger. Oui. Non, vas-y, continue. J'avais une question.
Ok, on était pour faire des mémoires, des stages à l'étranger, tout ça. Les visas n'ont pas pu être obtenus. Enfin, il y a plein de choses comme ça où les opportunités sont un peu tombées à l'eau. Et ça peut s'avérer très dommageable pour le début de vie professionnelle des jeunes diplômés. Et moi surtout mon empathie va aux jeunes étudiants, ceux qui viennent d'arriver et qui donc se retrouvent un peu en isolement, en difficulté, un peu perdus, sans vraiment avoir pu découvrir et profiter un peu de ce que c'est que la vie d'étudiant. Et du coup, la question, c'est-elle s'adresser à moi? Oui, ouais, parce que comme tu parles d'apprentissage, alors peut-être aussi à Aliénor, du coup, le fait d'être isolé comme ça, et comme tu es sur de l'apprentissage, donc sur un métier assez rapidement, on est aussi dans la construction d'un réseau de connaissances professionnelles quand on est aussi en apprentissage, et donc du coup, il n'y a pas ça. Alors ça va dépendre de l'entreprise. Moi, en l'occurrence, je suis en apprentissage dans une usine, donc il y a un peu une obligation de présence, donc je vois encore un peu les gens, tout ça. Par contre, les échanges avec l'extérieur de l'usine se font beaucoup plus difficilement. Après, ça va être pour des stages. Je pense à des secteurs comme ceux qui sont dans l'informatique ou dans la logistique, où là, les services sont beaucoup en télétravail en ce moment. Et alors là, c'est vrai que du coup, la rencontre avec les gens se fait plus du tout, ou en tout cas beaucoup moins, parce que on voit plus les gens. Là, moi, je sors d'une période de 6 mois en télétravail. J'ai eu un interlocuteur avec lequel je parlais tous les jours, mais j'ai eu un interlocuteur, j'ai parlé avec grosso modo personne d'autre pendant toute la durée de mon mémoire. Donc puis là aussi on parlait d'isolement. Là j'étais globalement, j'allais de mon bureau à mon lit et puis de mon lit à mon bureau et je faisais pas grand chose d'autre. Donc au bout d'un moment c'est un peu pesant. Donc là moi mon retour en entreprise, je l'ai un petit peu fêté parce qu'au moins malgré le masque, malgré les distanciations, au moins on peut discuter et interagir un petit peu. Donc c'est surtout ça qui est très dommageable en fait, c'est le manque d'interaction en direct, en réel avec les gens qui finit par peser. Et là pour les étudiants qui font leurs cours à distance, ça peut être très compliqué. Et alors la fausse bonne idée, selon moi, je sais pas si Aliénor, je pense que tu pourras faire une réponse là-dessus, la fausse bonne idée de vouloir faire un jour de présence par semaine, c'est la fausse bonne idée parce que du coup ça implique des transports assez conséquents, ou alors de maintenir un appartement dans la ville où on fait ses études, et alors là ça multiplie les frais, ça multiplie les déplacements, et pas très Covid du coup forcément, et donc vraiment pas idéal quoi. Donc je sais pas ce que tu penses Aliénor là-dessus, mais voilà. Oui, pardon. Oui, Aliénor, du coup, même question sur la question des relations avec un réseau professionnel futur, et puis ce que vient de nous dire Alexandre aussi. Pour revenir sur ce que vient de dire Alexandre, c'est vrai que au début, cette solution elle paraissait vivable. Enfin, je veux dire, on s'est tous dit c'est la première réaction, ça a été OK, on va peut-être réouvrir les facs, et en fait, effectivement, après juste en réfléchissant quelques secondes, on s'est vite rendu compte que c'était pas possible en fait. C'est exactement pour les raisons que t'as expliquées. Niveau transport, c'est impossible de garder un appartement. Surtout, moi je parle pour Paris parce que je suis à Paris, donc garder un appartement à Paris, déjà que ça a été compliqué pour certaines personnes de ma classe au début d'année certaines personnes n'avaient pas d'appartement et en fait dormaient à droite à gauche parce que ne savaient pas comment la situation allait évoluer et ne pouvaient pas tout simplement prendre un appartement à Paris. Donc on suivait les cours à distance depuis l'appartement d'amis ou de famille. Et donc oui, c'est un jour par semaine à la fac, je pense pas non plus que ce soit une bonne idée. Après, j'ai l'impression que les professeurs s'organisent pas mal. Enfin, en tout cas, moi j'ai une très bonne expérience dans ma fac, dans mon institut, parce que ils essayent vraiment de s'arranger. Donc nous on revient un petit peu, pour ceux qui peuvent, on revient à la fac en ce moment depuis 1 ou 2 semaines, et en fait les profs donnent des cours hybrides, et donc ils font le cours à nous qui peuvent être présents, et en même temps ils rediffusent le cours en direct sur Zoom. Et je trouvais que c'était une bonne idée parce que comme ça nous qui pouvons retourner à la fac, on a des interactions avec les profs, avec les autres étudiants, et ça change tout en fait. D'avoir le cours en présence, ça change vraiment tout. Et en plus, tu parlais du mémoire, et moi aussi j'ai un mémoire à faire cette année, et le fait de le faire tout seul, c'est compliqué de pas avoir d'interaction avec mon tuteur que je suis censée voir toutes les semaines, parce qu'on est censé avoir cours avec lui toutes les semaines. Là, c'est impossible. En plus, il a un emploi du temps très chargé, qui est aucun problème, mais on aurait dû se voir en temps normal, et en fait non, c'est pas possible. Donc c'est très compliqué effectivement, et donc oui, pour
pour voir les autres, voilà. Mais j'ai l'impression que les facs commencent à comprendre qu'il va falloir qu'elles agissent toutes seules de leur côté et que donc les profs prennent les choses en main, et ça je trouve ça vraiment bien. En tout cas des expériences que j'ai moi, de l'expérience que j'ai moi et que ce que j'entends autour de moi. Donc c'est plutôt positif sur ça en tout cas. Voilà. Alors Christelle Cardinal, vous êtes responsable régional Centre-Val de Loire de Mutual, la mutuelle familiale, et vous avez mené des actions de solidarité au profit des étudiants. Alors comment ça s'est passé et qu'est-ce que vous avez fait exactement ? Alors bonsoir. Oui, alors effectivement, moi la situation des étudiants, elle me tenait extrêmement à cœur. Tout d'abord parce que j'ai été étudiante pendant longtemps et en même temps j'ai aussi enseigné, donc forcément c'est une population qui me touche, qui me parle. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rapprochée de nos collectivités les plus proches, dont notamment la mairie de Blois, du service jeunesse, qui avait déjà organisé pas mal de choses au niveau de la vie étudiante sur la région de l'Aisoise. Et donc ils étaient un petit peu organisés au niveau des associations étudiantes, etc., pour déjà donner des paniers alimentaires, fournir des salles pour que les étudiants puissent travailler, également mettre à disposition aussi du matériel informatique et autres. Donc on s'est un peu posé la question de qu'est-ce que la mutuelle pouvait elle apporter de son côté. Dans nos valeurs, forcément il y a la dignité, il y a l'humain, il y a le fait que on ait envie de porter nos valeurs de solidarité. Et donc de fait on a tout de suite pensé à un kit hygiène et santé qu'on pouvait distribuer aux étudiants les moins, en fait ceux qui avaient le moins accès finalement aux aides. Donc on s'est tourné vers les filières post-bac dans un lycée qui propose en fait des filières style l'optique, le génie civil et autres. Et en fait, on a fait une distribution de plus de 100 kits à ces filières post-bac. Alors là, on a rencontré les étudiants, on a pu échanger avec eux sur leurs difficultés, le fait d'être en présentiel, de présenter les examens, de n'être là que finalement quelques jours par mois ou par semaine. Alors après, c'était avec le lycée Camille Claudel de Blois, donc c'était assez bien organisé au niveau en fait des turnovers dans le lycée. Mais c'est vrai que là, pour le coup, les étudiants, ils ont été extrêmement surpris du fait qu'on s'intéresse aussi à eux, qu'on ait entendu aussi le fait qu'ils étaient pas forcément bien lotis au niveau de cette crise sanitaire. Et effectivement, alors moi j'entends ce que nos jeunes étudiants là nous disent, qu'effectivement ils sont peut-être pas les plus blâmés dans cette crise sanitaire, mais en même temps j'ai envie de dire que oui, parce que on a tous été jeunes, on a tous été étudiants, et on a tous su à un moment donné ce que c'était que la vie étudiante et la vie sympa des étudiants. Et aujourd'hui, cette génération, elle est un peu sacrifiée à ce niveau-là. Alors au-delà des difficultés financières, des difficultés sociales, économiques, structurelles et fonctionnelles, ils ont aussi cette difficulté aujourd'hui de pas pouvoir se construire en tant que personne sociale dans un groupe, d'être en identité. Moi, je rejoins beaucoup Alexandre sur le fait que les étudiants qui rentrent en première année, je sais pas comment ils arrivent à se positionner sur cette vie étudiante là. Donc on a été proche d'eux. Alors au-delà du kit qu'on a pu distribuer, on a été aussi des partenaires de dialogue pour leur donner un temps d'expression et surtout avoir des échanges avec eux, et aussi les rassurer sur peut-être l'avenir, et leur dire qu'effectivement ils sont en train de passer une situation difficile, mais que après chaque tempête le beau temps revient, et qu'on leur espère une vie étudiante plutôt sympa dans les mois à venir. Voilà, donc ça a été un peu notre message. Donc on a été à la fois une petite aide et en même temps, j'espère aussi des oreilles, un point d'écoute pour eux, et
le fait qu'on se soit intéressé à eux, j'espère sincèrement, mais c'est le retour qu'on a eu un petit peu, donc ça nous a réconforté sur cette action. On espère franchement que ça leur a apporté un peu de baume au cœur, un peu d'espoir. Voilà, dans les retours qu'on a eus, c'est ce qu'ils ont eu tendance à nous dire en fait. Alors Mathieu Douillot, vous êtes l'alter ego de Christelle qu'on vient d'entendre en Picardie, dans le Nord et en Normandie. Et vous avez également mené des actions de ce type-là. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agissait ? Bien sûr. Donc côté géographique, l'année 2020, on a beaucoup parlé de nos aînés, on a un peu moins parlé de notre jeunesse. Typiquement, nous travaillons sur la ville d'Amiens. Amiens était l'année dernière la capitale européenne de la jeunesse, et on a eu plusieurs actions qui au fur et à mesure ont disparu. Et notamment la typologie concrètement de nos étudiants et les jurys, les passations et autres. Donc pour l'action que nous avons menée avec le président de la Somme, ça a été simple, ça a été déjà de prendre contact avec la fédération des associations étudiantes. On a la chance, et je ne sais pas si c'est une chance, d'avoir une épicerie solidaire pour les étudiants sur Amiens. Et cette prise de contact nous a permis déjà d'échanger sur les besoins. Typiquement, notre premier objectif était d'intervenir à un niveau plutôt alimentaire, et après réflexion et après échange, on s'est rendu compte que le côté hygiène, le côté santé, puisque l'hygiène c'est la base de la prévention, le côté protection périodique, alors c'est malheureusement très à la mode, mais on gagne beaucoup en visibilité sur ces sujets. Il y a plus réellement de tabou, et notre souhait ça a été justement d'intervenir en nature, de faire une donation en nature de protection périodique, d'hygiène bucco-dentaire, de savon, pour permettre aux étudiants adhérents. Donc on a un peu plus de 220 étudiants qui utilisent l'Agorae tous les jours, toutes les semaines. Donc on est parti sur une base de 250 prestations que nous avons livrées donc en ce début de semaine. Très bien, merci. Belle action, bravo. Et je pense qu'il y en aura d'autres, parce que me semble-t-il que il y a une action qui est prévue sur Calais d'ici quelques jours. Exactement, nous avons un président sur le Calaisie qui est très actif aussi. Voilà, parfait. Alors, Philippe Martin, vous êtes le délégué de l'UFAL au CNAGEP, et donc l'UFAL a signé une motion à l'intérieur de cette organisation, une motion en faveur de la situation des étudiants en proposant des solutions. Alors déjà, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le CNAGEP, qui fait l'UFAL, et quelles étaient vos propositions? Quelles étaient vos propositions? Effectivement, l'UFAL est membre du CNAGEP, qui est une plateforme d'éducation populaire et de jeunesse, et d'associations de jeunesse qui contribuent également aux travaux à l'international comme au national. La motion portait pas tellement que sur les étudiants, mais sur la jeunesse en général. On a eu la chance d'avoir le témoignage de deux étudiants et de Mutual qui nous a apporté son expérience pratique et de solidarité. Le constat est quand même plus large au niveau de la jeunesse, en ce sens qu'il est très alarmant. 1 million de 18 ans à 29 ans vivent sous le seuil de la pauvreté en France, et 1,8 million de jeunes enfants vivent également sous le seuil de la pauvreté, donc ce sont évidemment les enfants des familles pauvres. La situation pour les 18-25 ans est aggravée par le fait qu'ils n'ont pas accès aux minimums sociaux, donc évidemment. Et si des mesures ont été prises, et ça c'est indéniable que des mesures ont été prises par le gouvernement, et ça tout le monde s'accorde à le dire, elles restent nettement insuffisantes, et surtout elles n'ont pas été prises, enfin elles ont été prises d'une manière complètement unilatérale, sans concertation, comme tout ce qui se fait à peu près aujourd'hui pour l'éducation populaire ou pour la jeunesse. Alors quand on parle de la jeunesse, il faut peut-être entendre les jeunesses, parce qu'il y a plusieurs jeunesses, effectivement. Il y a les jeunesses étudiantes et les jeunesses de jeunes travailleurs, enfin les jeunes travailleurs, les jeunes alternants dont on fait partie un de nos témoins. Et donc voilà, on peut pas parler d'une seule jeunesse, sauf à se tromper. D'ailleurs, là, il n'y a jamais eu une seule jeunesse, mais c'est un vieux débat. Dans ces mesures qui ont été prises, soit en urgence, soit un petit peu sur du plus long terme, la plupart concernent que le retour à l'emploi. Donc c'est une obsession qui n'est pas liée au Covid, c'est une obsession gouvernementale, le retour à l'emploi, puisque les missions locales ont été redirigées exclusivement vers le retour à l'emploi, de même pour les points information jeunesse. Donc ça, on peut que le déplorer.
Autre incompréhension de la part des associations de jeunesse et d'éducation populaire, cet acharnement à maintenir en l'état le service national universel, où effectivement il y a peu d'apports. Les retours faits par les associations, enfin le peu d'associations qui a eu accès sont quand même très très critiques, même si pour certaines d'entre elles, j'allais dire assez vulgairement, elles mangent à la gamelle, donc évidemment à un moment donné ils sont un peu moins critiques ceux-là. En tout cas, l'investissement pour le service national universel est actuellement sans précédent dans une période de crise, et on comprend pas pourquoi, alors que cet argent pourrait être beaucoup mieux utilisé pour lutter contre les décrochages en général, donc le décrochage scolaire, et la dislocation sociale à laquelle on assiste et auquel les deux témoins étudiants ont bien pu expliquer comment elle frappait le milieu étudiant. Donc l'UFAL, dans tout ça, effectivement, a proposé des solutions, donc de redéployer les crédits, évidemment. Bon, ça, c'est le CNAGEP aussi là-dessus est assez d'accord. Et j'allais dire, et parce que l'après-Covid ne peut pas être comme avant le Covid et comme hier, plutôt que l'élargissement du RSA et le développement de la garantie jeune universelle qui est proposé par le CNAGEP, par exemple, et d'autres associations, enfin une majorité d'associations de jeunesse, l'UFAL plaide plutôt pour une allocation à l'enfant et aux jeunes. Donc évidemment cette allocation ne tomberait pas du ciel, elle pourrait provenir d'une fusion de tout ou partie des prestations familiales versées par la CAF actuellement, et cette ASJ serait versée dès le premier enfant, sans condition de ressources. Voilà. Donc, ce qu'on voit au niveau des solidarités qui se mettent en place, effectivement, au CNAGEP, et je pense comme ailleurs, c'est basé sur l'associatif. C'est-à-dire que l'État s'est dégagé de sa fonction de solidarité nationale sur les associations, et tout d'un coup, il est bien content de les trouver. Mais il les considère comme des supplétifs, c'est-à-dire qu'en fait, il donne des directives et on applique. Hein, voilà, donc là aussi, au niveau des subventions, lorsqu'il y en a, elles sont fléchées et il n'y a rien pour être soi-même. On fait ce qu'on nous demande de faire, une fois de plus, hein, en bon soldat, allais-je dire. Donc ça, souvent, c'est simplement pour masquer les manquements institutionnels. On fait appel aux associations, et puis voilà. Donc avec tous les risques également que ça peut engendrer sur les problèmes des phénomènes sectaires, etc. Voilà, qu'on peut voir, et de laïcité. On retombe également dans la laïcité. Voilà. Et pour finir, le CNAGEP est en train d'élaborer des propositions qu'on présenterait aux futurs candidats de toutes les régions. Je pense que l'UFAL fera la même chose à son niveau. Voilà. Alors Olivier Nobile, Philippe Martin vient d'expliquer donc un propos riche, et il nous a parlé en début d'une allocation qui serait une proposition de l'UFAL. De quoi s'agit-il exactement et comment ça pourrait résoudre le problème actuel de la jeunesse? Alors, Philippe Martin évoquait l'allocation sociale à l'enfant et aux jeunes. Alors, un petit peu d'histoire. Cette allocation sociale à l'enfant et aux jeunes, ASJ, ça fait vraiment partie des revendications, on va dire, fondatrices de l'UFAL. C'est le premier à l'avoir évoqué et promu, c'est le père fondateur de l'UFAL, de l'Union des familles laïques, qui s'appelait André Fortanet, et ce dès les années 90. Alors, l'ASJ, en toute honnêteté, qu'il y a des aspects qui demeurent encore à écrire et qui ne sont pas forcément stabilisés sur les moyens pour y parvenir et sur le montant et les modalités opérationnelles. En revanche, cette prestation, cette allocation sociale à l'enfant et aux jeunes, par contre, est quand même bien stabilisée sur ces principes. Le premier point, c'est de partir d'un principe, d'un constat, plus exactement, relatif, je dirais, aux limites actuelles de la politique familiale, puisque le premier point de l'ASEJ enfance, donc, c'est de partir du principe que la branche famille donc la branche famille de la sécurité sociale, gérée par les caisses d'allocation familiale,
est un grand succès, mais comporte aussi quelques zones d'ombre. En particulier, le fait que les pouvoirs publics n'ont eu de cesse de transformer la branche famille de la sécurité sociale, qui est une des 4 branches de la sécurité sociale, qui est encore financée par la cotisation sociale des travailleurs. Eh bien, les pouvoirs publics n'ont eu de cesse de transformer la branche famille en un auxiliaire de l'État en matière de redistribution et de lutte contre la pauvreté, au détriment de sa vocation originelle, égalitaire, de soutien des familles dans une perspective d'amélioration du bien-être des enfants. Notamment, l'un des constats principaux, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe guère plus qu'une seule prestation familiale à proprement parler universelle, et encore très partiellement universelle, ce sont les allocations familiales. Pourquoi très partiellement universelles? Parce que déjà, il y a une éviction des familles avec enfants uniques du bénéfice des prestations familiales, ça c'est déjà le premier point. Et le deuxième point, c'est que depuis la réforme de 2014, les allocations familiales sont modulées en fonction du revenu, alors même que ceux qui cotisent le plus concrètement à son financement aujourd'hui ne sont plus du tout bénéficiaires. Or, je rappelle que la branche famille de la sécurité sociale ne poursuit pas un objectif originellement redistributif, mais bien vraiment de distribution de ressources, je dirais des salariés, entre l'ensemble des familles. Alors ça, c'est le premier point. Donc le deuxième point, c'est que on a confié à la branche famille de la sécurité sociale une charge de plus en plus forte de gestion finalement de minima sociaux, c'est-à-dire de prestations de solidarité, en tout cas de lutte contre la pauvreté, c'est-à-dire les choses telles quelles, au détriment de sa vocation originelle. Ce qui fait que la plupart des prestations familiales aujourd'hui sont placées sous condition de ressources. Et par ailleurs, la branche famille est amenée à gérer en particulier le RSA et les aides au logement, qui sont des prestations qui ne sont pas des prestations familiales à proprement parler, mais des prestations de solidarité. Et cela a pour conséquence assez problématique de générer, alors ce que certains économistes appellent une forme de courbe en U des prestations familiales, c'est-à-dire que nous avons affaire à des prestations familiales plutôt généreuses entre guillemets tout en bas de l'échelle. Finalement, un système fiscal avec le système de quotients familiaux et quotients conjugaux, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais en tout cas le système des parts, etc. Donc, qui est assez favorable, je dirais, pour les classes moyennes aisées. Par contre, un système à l'inverse de prestations qui est plutôt pour une même structure familiale, relativement moins généreux pour les catégories moyennes intermédiaires. Donc ça, c'est le premier volet sur lequel donc nous on a voulu réfléchir à l'UFAL et de manière à proposer une solution qui permette véritablement de rétablir la branche famille déjà dans sa vocation originelle de soutien égalitaire de l'ensemble des familles et d'amélioration des conditions de vie des familles avec enfants. Alors cela passe par plusieurs principes clés. Sur lesquels, par contre, il y a un consensus assez marqué. Le premier, c'est notre attachement tout à fait net à la branche famille de la sécurité sociale et la défense de l'action sociale départementale des caisses d'allocation familiale. L'idée, bien évidemment, c'est que nous sommes absolument hostiles à l'idée d'une étatisation complète de la branche famille et l'idée que celle-ci puisse se transformer à terme en un poste budgétaire de l'État ou pire, en un crédit d'impôt qui serait cumulé avec tel ou tel autre dispositif fiscaux existant. Nous sommes très attachés à la démocratie sociale, c'est-à-dire à la présence de représentants des assurés sociaux, des allocataires au sein de conseils d'administration, et donc nous sommes des ardents défenseurs de la branche famille. Au même titre que nous sommes d'ardents défenseurs de la cotisation sociale, donc ça je ne vais pas rentrer dans le détail, on a fait plusieurs émissions sur la question, dans la ECIDAD, j'ai rédigé un dossier entier, il y a même eu une controverse avec Henri Sterdignac. Néanmoins, nous sommes très attachés au financement par la cotisation sociale, c'est-à-dire par le salaire socialisé de la branche famille, et donc nous sommes bien évidemment hostiles au mouvement colossal de fiscalisation des ressources de la branche famille de la sécurité sociale, qui se traduit par finalement une privation démocratique in fine, puisque c'est l'État qui devient le véritable gestionnaire effectivement de la branche famille. Donc ça, effectivement, c'est un point assez important. Et on considère que les prestations familiales font partie du salaire socialisé et que les travailleurs de la nation donc ne peuvent pas, je dirais, exercer si on ne tient pas compte
des enjeux du temps familial. Ce n'est pas possible. Imaginez un travailleur qui ne pourrait pas faire garder ses enfants, qui ne pourrait pas les élever. Je pense que cela aurait des conséquences dramatiques sur la productivité du travail et sur la création tout simplement de richesses de notre pays. Ça, c'est un point important. Troisième point important, et là, qui est quand même un sujet qui commence à faire son petit bonhomme de chemin, y compris dans le débat public, c'est l'idée qu'il faudrait que les prestations familiales soient versées dès le premier enfant. Ça, c'est un archaïsme absolu que nous ayons affaire à des allocations familiales, qu'ils soient versées qu'à compter du deuxième, qu'ils soient optimales à compter du troisième, etc. Ce qui laisse supposer que les enfants n'ont pas une valeur égale. On est bien d'accord, aux yeux des pouvoirs publics. Ce n'est pas normal. Très concrètement, cette orientation-là s'inscrivait quand même sur une approche nataliste des prestations familiales avec lesquelles il convient de rompre. Et je crois vraiment qu'il est temps désormais d'étendre les prestations familiales et les allocations familiales à tout le moins, je dirais, dès le premier enfant. Donc ça, c'est un point assez capital. Autre point capital, il faudrait que cette allocation soit peut-être plus simplifiée, plus lisible et plus accessible. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la branche famille, alors ça part entre guillemets d'un beau sentiment, c'est-à-dire que la branche famille de la sécurité sociale verse un ensemble de prestations, beaucoup de prestations très différentes qui sont orientées vers des problématiques vraiment distinctes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons affaire à un véritable maquis réglementaire et surtout à des prestations qui touchent parfois des publics extrêmement étroits, notamment certaines prestations sur conditions de ressources. À l'inverse, il nous semblerait logique peut-être de parvenir à unifier un certain nombre de prestations familiales au sein de cette allocation sociale à l'enfant et aux jeunes. Donc ça, nous sommes déjà sur une approche qui nous renvoie aux moyens, et j'y reviendrai un petit peu après. Autre point très important, c'est une aide renforcée aux familles monoparentales. Alors, sans discrimination ni intrusion, parce que la problématique de la monoparentalité est une problématique très complexe, qui renvoie à des enjeux autour des pensions alimentaires. Alors là, il y a des efforts qui ont été faits sur la récupération des pensions alimentaires. Est-ce que c'est à la branche famille de se substituer à la responsabilité parentale ? Est-ce normal qu'en France, il y ait encore une conception que la pension alimentaire, par exemple, est un enjeu de la séparation des parents et ne soit pas, à proprement parler, destiné véritablement au bien-être de l'enfant dans le cadre d'une séparation? Ça, c'est un vrai problème. Il y a eu une évolution réglementaire très importante ces dernières années qui est en cours de développement avec ce qu'on appelle l'intermédiation financière, qui fait que désormais les CAF vont pouvoir se substituer aux parents débiteurs et va organiser dès la fixation d'une pension alimentaire les modalités de recouvrement de celle-ci avant même qu'un impayé de pension se produise. Ce sont des avancées. Pour nous, il faudrait quand même qu'on améliore considérablement quand même la problématique de la monoparentalité, mais sans tomber non plus dans un travers qui se traduit par le fait que, il faut dire les choses très clairement, 40% à peu près des fraudes détectées aux prestations sociales sont des vies maritales non déclarées. Parce que c'est la problématique de l'isolement, c'est que c'est une problématique qui implique bien évidemment un contrôle bureaucratique qui est très intrusif dans la vie privée des gens. C'est-à-dire qu'il faut prouver que la personne vit véritablement seule et n'a pas un conjoint, etc. Donc c'est quand même quelque chose d'assez sensible, la monoparentalité. Alors après, il y a d'autres principes essentiels qu'a évoqué aussi Philippe, c'est le véritable enjeu de la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle. Et ça fait référence, je dirais, aussi à d'autres problématiques autour de la garde d'enfants, autour de l'aménagement du temps de travail, sur la capacité à pouvoir véritablement parvenir à concilier un fort taux d'activité féminin avec, je dirais, avec une démographie dynamique. Donc ce sont des enjeux qui notamment renvoient aux capacités d'accueil du jeune enfant, etc. Donc qui impliquent que la branche famille demeure l'opérateur véritablement central du financement et de la structuration de l'offre d'accueil du jeune enfant. Et du jeune enfant, mais également des offres de loisirs, toutes les prestations autour
ce qu'on appelle les ALSH, les centres de loisirs sans hébergement, c'est-à-dire toute la politique du temps libre, c'est quelque chose d'essentiel. Sur la politique de la cohésion sociale, centres sociaux, foyers des jeunes travailleurs, etc. Autant de domaines qui sont des domaines essentiels de l'action sociale des CAF et qui doit demeurer un domaine politique vraiment essentiel en partenariat avec bien sûr avec les collectivités territoriales. Donc ça, c'est un autre aspect. Enfin, il y a le point qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faudrait que cette allocation sociale à l'enfant et aux jeunes soit effectivement le véritable tremplin vers l'autonomie du jeune adulte. Et ça passerait par le fait que cette prestation familiale serait directement versée au jeune adulte, c'est-à-dire le majeur à compter de ses 18 ans, jusqu'à l'obtention, je dirais, d'un premier emploi stable ou au plus tard jusqu'à 25 ans s'il poursuit des études. Et là, ça impliquerait effectivement d'envisager cette prestation véritablement comme une possibilité de mettre fin à ce bizutage social généralisé des étudiants qui doivent vivre des moments, je dirais, pour certains de détresse financière pour pouvoir poursuivre des études. Et on considère à l'inverse que le jeune adulte, l'étudiant, doit disposer, je dirais, de véritables clés d'une autonomie qui ne passe pas par les transferts familiaux. Parce qu'aujourd'hui, concrètement, il y a une inégalité patente entre les étudiants et les jeunes, selon effectivement les capacités des parents à pouvoir subvenir effectivement aux besoins. Ce qui donc impliquerait effectivement le versement d'une prestation donc qui pourrait d'ailleurs être renforcée sous réserve que l'on envisage également le bien fondé d'un certain nombre de prestations sociales dont bénéficient actuellement les étudiants. Et là, je fais référence notamment à deux sujets particuliers. C'est les aides au logement, d'une part, parce que aujourd'hui, les aides au logement, notamment les aides à la personne, sont nécessaires pour pouvoir effectivement permettre à de nombreuses personnes, de nombreuses familles, mais en particulier aux jeunes qui poursuivent des études d'accéder à un logement, mais a des effets pervers terribles. Notamment, ça a eu pour conséquence d'entraîner une inflation des loyers étudiants. Ça a aussi une problématique d'évaluation forfaitaire des ressources qui aujourd'hui est incompréhensible pour la plupart des personnes. Et ça ne règle absolument pas aujourd'hui le problème de l'insuffisance du nombre de logements disponibles. C'est-à-dire que nous, on est davantage favorable à une politique véritablement basée sur l'aide à la pierre et la construction massive de logements plutôt qu'à des aides à la personne. Et donc, on pourrait s'interroger sur l'idée de transformer effectivement une partie, toute une partie, ou redéployer toute une partie des aides au logement. Ça reste en débat dans le cadre de cette prestation, mais cela supposerait quand même préalablement qu'il y ait effectivement des logements en nombre disponible, que ce soit des logements étudiants ou que ce soit tout simplement dans le parc locatif privé, ce qui est un sujet important. Autre prestation qui aujourd'hui pose un véritable problème, en tout cas un problème éthique important qu'il faut voir, c'est la prime d'activité. Alors elle ne concerne pas que les jeunes, mais en tout cas elle concerne en grande partie toutes les personnes qui ont en gros des emplois, je dirais, au voisinage du SMIC. Et disons-le tout net, la prime d'activité est devenue un complément des pouvoirs publics, une subvention publique à l'emploi précarisé et à l'activation des dépenses de solidarité. C'est-à-dire que la prime d'activité est venue se substituer concrètement aujourd'hui à des rémunérations au voisinage du SMIC qui sont insuffisantes pour permettre effectivement d'avoir une vie digne. Donc là, ça pose véritablement des questions vraiment éthiques, morales, politiques fondamentales sur effectivement la rémunération du travail. Et il nous semble aussi, accessoirement, qu'un étudiant devrait pouvoir se passer d'être obligé d'avoir un petit boulot pour pouvoir payer ses études. Ça semblerait quand même quelque chose d'important, parce que pour moi, et pour nous, pour un certain nombre en tout cas, un étudiant doit étudier, et que effectivement ce n'est pas forcément compatible avec le fait d'avoir un boulot dans une chaîne de restauration, etc. Alors, ça se discute, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y aurait un enjeu assez important de sanctuariser le temps d'études, en particulier chez les jeunes, de manière à ce qu'ils se consacrent véritablement à se construire comme futurs adultes insérés effectivement dans la vie active. Olivier, vous voulez nous dire que quelque part il y aurait des entreprises qui profiteraient des jeunes et qui les payeraient à des salaires indignes ? Mais c'est tout à fait, aujourd'hui, c'est tout à fait le cas. Et encore,
Là, on parle d'étudiants qui ont un emploi, on va dire, tout ce qu'il y a de plus respectable. Parce qu'il y a également un recours malheureusement tout à fait évident de notre pays à aussi d'autres formes d'accès, je dirais, à l'économie par des voies qui sont quand même beaucoup plus occultes. Et certaines pour certaines sordides. Je pense notamment à des situations dramatiques de prostitution, effectivement, d'étudiants, etc. Enfin, il faut dire les choses telles quelles. Mais oui, pour parler effectivement de McDo, pour dire les choses simplement, un particulier, effectivement, il s'appuie sur une main d'œuvre aujourd'hui quand même relativement bon marché, relativement évanescente, c'est-à-dire qui tourne très très rapidement et de manière à effectivement ne pas s'inscrire dans une démarche de stabilisation de l'emploi et d'amélioration des conditions sociales des salariés. Et les étudiants, malheureusement, jouent. Pour prendre une vulgate marxisante, peut-être un peu horrible, mais jouent quand même un rôle quand même d'armée de réserve industrielle tout à fait évident dans ce dispositif. Exactement. Voilà. Mais il n'en demeure pas moins que, voilà, donc toute cette réflexion-là nous amène à envisager donc effectivement une allocation sociale, alors qui serait une prestation familiale, gérée par les CAF, qui simplifierait le dispositif actuel de prestations familiales en fusionnant tout ou partie. Alors plutôt une partie des prestations familiales existantes permettrait effectivement d'étendre le champ des prestations familiales dès le premier enfant, d'en améliorer le cas échéant effectivement le montant. Alors je pense à certaines prestations familiales sous condition de ressources qui pourraient tout à fait être fusionnées. Je pense à l'allocation de base, par exemple de la page, complément familial, allocation de rentrée scolaire, etc. Un certain nombre de choses qui ont certes une utilité, mais qui pourraient être repensées, en tout cas si elles étaient redéployées dans une allocation sociale plus égalitaire. Ensuite, il y a effectivement ce volet d'accès à l'autonomie. Alors, c'est-à-dire concrètement, ça réglerait d'une certaine manière le débat sempiternel et jamais résolu de l'ouverture du RSA, je dirais au moins de 25 ans. À titre personnel, je considère que c'est un échec d'ouvrir le RSA au moins de 25 ans. Mais c'est un impératif social aujourd'hui. C'est ça la problématique. Mais moi, personnellement, l'idée de dire qu'un jeune va commencer sa vie en étant, je dirais, un produit de la solidarité nationale, etc., c'est quand même terrible comme constat. Surtout quand il est étudiant. Donc, à un moment donné, la problématique qui se pose, c'est qu'il faudrait pas que cette politique de solidarité, de lutte contre la pauvreté du jeune, se substitue tout simplement à l'idée qu'il y a un effort et un investissement de la nation fondamental pour permettre à la jeunesse d'être véritablement le pôle d'investissement considérable dans une génération qui va devenir quand même les futurs travailleurs de demain et je dirais les forces vives de la nation. Enfin, faut dire les choses telles quelles. Ce qu'on expliquait tout à l'heure avec Alexandre et Aliénor, voilà, ils vont devenir des futurs salariés, construire leur réseau professionnel. Et aujourd'hui, c'est difficile. Alors, il y a la crise, certes, mais en dehors de la crise, c'est aussi difficile parce que il faut avoir des emplois très mal rémunérés et pendant ce temps-là, ils n'étudient pas. Mais c'est exactement l'enjeu. Donc effectivement, le volet accès à l'autonomie, tremplin vers l'autonomie, est un enjeu pour moi d'importance capitale. Arrêtons de faire de la vie étudiante quand même un bizutage social obligatoire, je dirais d'une partie de la jeunesse, qui cristallise les inégalités sociales liées au patrimoine familial et aux capacités des parents de pouvoir aider, etc., etc. Donc ça, c'est un enjeu colossal. Alors bon, voilà, j'ai donné à grande ligne effectivement les termes de cette allocation sociale. Néanmoins, il y a encore des débats et il y a des débats importants qui n'ont pas été forcément réglés et qui d'ailleurs moi-même m'ont amené à évoluer avec le temps. Il y a notamment un débat autour de la question des quotients familiaux. Disons-le tout net, au sein du FAL, il y a deux pôles. Il y en a qui sont favorable à la suppression du quotient familial, c'est-à-dire de manière à pouvoir rebasculer une partie de ces ressources au sein de la SEJ, qui permettrait d'en augmenter le montant. Et il y a des personnes qui sont hostiles, partant du principe qu'il ne faut pas mélanger la politique fiscale et les enjeux fiscaux, notamment la question autour de l'impôt républicain sur le revenu progressif, etc., avec la politique familiale de la sécurité sociale, et je fais partie de cela. Il n'en demeure pas moins que nous sommes favorables à l'UFAL à des solutions de nature plus égalitaire, en tout cas qui reconnaît la valeur égalitaire des enfants,
quelle que soit, je dirais, leur origine sociale, mais également quel que soit effectivement leur rang. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'important, sans oublier effectivement le tremplin vers l'autonomie qui nous semble être quand même aujourd'hui, je dirais, une revendication qui a vraiment qui a une acuité tout à fait particulière. Eh ben, belle explication. Merci Olivier. Alors justement, sur cette question d'autonomie, Nicolas, je reprends un peu la parole. Est-ce que Alexandre et Aliénor peuvent nous dire qu'est-ce qu'ils en pensent? Alexandre avait demandé la parole. Alexandre, puis après Aliénor. D'accord, ok. Alors, je pense avoir globalement compris l'idée de ce qui était proposé par Olivier, et pour lutter contre le bizutage des étudiants, comme vous l'avez dit, et l'idée de mettre en place cette caisse dédiée aux jeunes, est-ce que il serait pas plutôt intéressant d'essayer de promouvoir à plus large échelle les filières par apprentissage? Parce que au final, on se rend compte que ça permet d'avoir un peu un pied dans les deux mondes. Vous parlez de la rémunération un peu au lance-pierre des étudiants, notamment la chaîne de fast-food. La rémunération des étudiants quand on est apprenti, elles sont toutes codifiées, elles dépendent de l'âge, elles dépendent du niveau d'études. Et ça permet du coup, en plus d'un complément d'un certain nombre d'aides, donc je vais parler uniquement pour ce qui se passe ici dans la région des Hauts-de-France en tout cas, il y a quand même un grand nombre d'aides qui sont apportées aux apprentis, alors et puis à différencier les contrats d'apprentissage et les contrats professionnalisants, mais il y a un grand nombre d'aides qui sont quand même apportées, donc peut-être plus essayer de faire la communication, la promotion et l'aide aux entreprises pour le recrutement d'apprentis en plus grand nombre, parce qu'au final il y a quand même un certain nombre de métiers et d'études qui peuvent se faire en ayant un pied dans les deux mondes, et ça permettrait justement d'effacer, et puis du coup j'en suis un peu un cas comme tout le reste de ma promotion et d'un certain nombre d'écoles déjà en France et dans le Nord, pour parler de ce que je connais, de limiter un peu cette précarité, permettant à un étudiant d'avoir un certain niveau de vie, de pouvoir, quand il est en études, profiter de se consacrer uniquement à ses études, et quand il a besoin quand il travaille, il est uniquement concentré sur son travail. Grosso modo, ce serait comme ça que ça se passerait. Je pense que ce serait peut-être même plus profitable que de vouloir instaurer le fait qu'un étudiant ne doit se concentrer uniquement qu'aux études et non pas essayer de travailler, parce que je pense qu'en plus c'est un très bon outil d'insertion dans le monde du travail, et un très bon outil de responsabilisation aussi, parce que on commence à devoir gérer ses propres finances, on prend une indépendance vis-à-vis des parents. Vous parliez tout à l'heure notamment de ceux qui n'auraient pas de ressources venant des parents. C'est quand même un super outil qui est quand même disponible dans un certain nombre de cas. Et quand moi, Aliénor, je sais pas, tu pourras peut-être en parler plus précisément, mais dans les universités, je sais que c'est quand même, parce que moi je suis en école, du coup je suis pas en université, ça m'a l'air assez limité en fait, cet accès à l'apprentissage. C'est uniquement positionné sur le master ou la dernière année de master, et je pense que ce serait peut-être plus une bonne idée d'étendre le spectre d'accessibilité de l'apprentissage au niveau pour les étudiants du coup. Oui. Donc Aliénor. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Alexandre. En fait, quand je cherchais mes formations, donc moi je suis dans le domaine de la culture. Quand j'ai cherché des formations en master, j'en ai trouvé, et je crois que j'ai dû sélectionner 16 masters, une quinzaine de masters. Une ou deux proposaient des formations en apprentissage, et c'était seulement un an où, la deuxième année de master. Je trouve que c'est extrêmement, c'est très réduit, c'est très rare, parce que je sais pas si c'est pertinent, mais en tout cas j'ai l'impression qu'en France il y a une culture un peu élitiste, dans le sens où il faut faire des études, une licence, un master. Faut que ce soit 5 ans où on fait que apprendre, faut que ce soit quelque chose où on réussisse, et que après ce master-là, on soit paré pour entrer dans la vie active, et qu'en fait le travail ne peut commencer qu'à partir de ce moment-là. Et j'ai l'impression qu'on sont un peu, en fac en tout cas, sont un peu mis de côté, ces formations en apprentissage, en alternance. Je sais pas trop pourquoi.
je trouve que ça donne pas assez d'opportunités aux jeunes justement de s'insérer dans la vie professionnelle. Et je pense que ça pourrait servir à énormément de personnes justement pour pouvoir vivre pendant ces études et justement s'insérer beaucoup plus facilement, avoir plus d'expérience aussi avant de s'insérer dans la vie professionnelle, parce que après la fac ne n'aide pas à l'insertion professionnelle. On peut trouver des stages de temps à autre. Les stages sont pas forcément obligatoires dans certaines formations, et en fait on se retrouve expulsé de la fac et voilà, et jeté sur le milieu du travail avec des expériences très réduites et des entreprises qui ne veulent pas embaucher justement à cause de ces expériences réduites et qui ne veulent pas donner cette chance aux jeunes. Et je trouve ça très très dommage. Ok, merci Nicolas. On vient d'aborder une forme de paradoxe parce que on parlait d'autonomisation des jeunes par le biais du projet de l'UFAL, etc. Et à un moment, on a compris que finalement, pour s'autonomiser, le seul apprentissage qu'il y avait du monde du travail, c'était de fabriquer de la malbouffe. Alors, en fait, il y a une réflexion pour se sortir de la malbouffe par le biais du collectif pour la sécurité sociale de l'alimentation, voilà, dont fait partie l'UFAL et Mutual aussi. Et Mathieu Dalmé est un de ses animateurs. Mathieu, comment le projet de sécurité sociale de l'alimentation pourrait répondre en fait aux écueils qu'on vient d'entendre, et comment pourrait-il se concilier avec le projet de l'UFAL? Bonsoir. Donc le projet de sécurité sociale de l'alimentation, il vise à permettre à tout le monde d'avoir accès à 150 € par mois de nourriture, en tout cas de crédit alimentaire, par exemple sur la carte vitale, pour pouvoir faire ses courses et acheter de l'alimentation avec cet argent-là. C'est un projet universel, donc on n'est pas du tout sur une allocation étudiant ou autre. On est vraiment dans une vision de permettre à l'ensemble des citoyens en France d'avoir accès à une alimentation, et ce qui nous intéresse vraiment avec ce projet, c'est d'avoir accès à une alimentation choisie. Donc, avant de rentrer un peu dans le détail peut-être, pour répondre à la question, par rapport aux difficultés que rencontre aujourd'hui le milieu étudiant, on va inviter la création d'autres sécurités sociales de ce type-là sur d'autres plans, notamment le logement, les transports et ainsi de suite. Mais ça répondra pas à tout. Par contre, sur la question de l'alimentation, l'étudiant ne sera plus un étudiant ou ne sera plus un jeune ou un précaire, mais simplement un citoyen comme tout le monde, comme tous les autres, qui aura son droit à l'alimentation, c'est-à-dire le fait qu'il puisse choisir son alimentation respecté par un mécanisme universel, égalitaire entre tout le monde. Donc par rapport à ça, c'est une partie de la réponse, et en tout cas c'est une proposition pour que le reste des autres secteurs nécessaires aux droits qui doivent nous construire comme fondement de la société, en tout cas pour les droits fondamentaux, soit mis en œuvre. Et par rapport donc au projet de l'UFAL concernant cette allocation jeune, je pense qu'on est sur quelque chose qui idéologiquement est très proche. L'idée, c'est c'est pas de se concentrer sur la politique de la famille et de se dire comment on prend en charge l'ensemble des coûts que peuvent représenter un enfant, mais de traiter la question de l'alimentation. Le budget de 150 € par mois par personne, c'est enfant compris, donc c'est pour chaque enfant dans chaque famille la même chose. Si on regarde dans le détail, on sait qu'on pourrait peut-être le faire un peu plus précisément, où visiblement les bébés coûtent un peu plus cher d'un point de vue alimentation, ensuite les enfants un peu moins, et puis les ados un peu plus de nouveau. Donc à voir quand on sera plus avancé dans le projet, comment on peut éventuellement peaufiner tout ça. Mais sur le principe de dire de la même façon, on reste sur une allocation universelle qui vise à établir du droit et à traiter tout le monde pareil sur la question alimentaire. Je pense qu'on est sur quelque chose pour lequel les ponts sont très forts avec ce que va proposer l'UFAL dans tous les cas. Pour détailler un tout petit peu plus peut-être, l'idée de la sécurité sociale de l'alimentation, donc c'est
d'assurer le droit à l'alimentation pour tout le monde. Donc, comme je disais, le droit à l'alimentation, c'est le fait qu'on puisse choisir son alimentation, et choisir son alimentation, on estime que c'est deux choses. C'est à la fois individuellement décider de ce qui va arriver dans son assiette, de ce qu'on achète, de comment on mange, et collectivement, tous ensemble, en tant que citoyens, décider de ce qui est produit par le système alimentaire. Donc à la fois la production agricole, la transformation alimentaire et puis sa distribution, de se réapproprier l'ensemble du système alimentaire pour décider démocratiquement de qu'est-ce qui doit être produit, comment, où, pourquoi, et ainsi de suite. C'est vraiment un projet de démocratie alimentaire, de démocratiser l'ensemble de la chaîne. C'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup travaillé encore en France, de se dire comment on peut organiser démocratiquement la vie économique. Jusque-là, en tout cas en 1789, on s'est basé sur la vie politique, et puis on a séparé, on est resté sur un fonctionnement très libéral, où après pour l'économie, c'est les entreprises qui font un peu ce qu'elles veulent, et puis très rapidement on encadre ça par des lois. Là, l'idée, c'est de se dire non, on va mettre en place démocratiquement le système alimentaire et se doter des moyens pour décider ce qui va être produit, comment, quel niveau de qualité, et ainsi de suite. Et en voulant faire ça, c'est le projet de la sécurité sociale, et on retrouve les mêmes attachements que ce qui a été défini précédemment, à la fois à l'indépendance vis-à-vis de l'État et à la démocratie directe et que ça peut permettre, et en même temps par un financement basé sur la cotisation et pas passer par le prisme de l'État via de l'impôt ou des taxes. C'est en fait le projet de la sécurité sociale de santé, mais plus que le projet, c'est l'existant qui a eu lieu entre 46 et 67 en tout cas, dans le fonctionnement du régime général de sécurité sociale, qui nous a paru le plus pertinent pour élaborer et étayer cette idée de dire comment on met en place une démocratie alimentaire et on répond au droit à l'alimentation, parce que simplement ça c'est le seul exemple, en tout cas le plus abouti, d'une réflexion qui a eu lieu sur comment on peut démocratiser l'économie, à la fois avec ces trois piliers que sont l'accès universel. C'est pour tout le monde pareil, c'est pas pour les pauvres, c'est pas pour les précaires, c'est pas pour les jeunes, c'est pour tout le monde. Mécanisme de cotisation pour financer ça, le deuxième pilier, de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins, et on prend une cotisation. Alors il y a plein de réflexions après, est-ce qu'on la prend sur l'ensemble de la valeur ajoutée, ce qui pourrait être intéressant, ou est-ce qu'on la prend sur les salaires comme c'est fait pour la sécurité sociale de santé? Il y a des pour et des contre des deux côtés. Et puis troisièmement, on crée des caisses locales de sécurité sociale de l'alimentation qui vont être amenées à décider quels seront les produits conventionnés, donc sous-entendu, quels sont les produits qu'on veut voir accessibles avec cette carte vitale, qu'est-ce qu'on veut qu'ils soient produits. C'est comme je disais, comment et où se doter des mécanismes de contrôle de certification pour suivre ça, et aussi de conventionner des acteurs avec une logique de transition, c'est-à-dire si on sait que personne ne se lève le matin pour mettre des pesticides dans l'assiette de ses enfants, si les gens le font, c'est parce qu'il y a des contraintes économiques et autres. Donc l'idée, c'est premièrement de lever ces contraintes économiques par un budget assuré pour l'alimentation, et deuxièmement, si demain tout le monde se dit oui, en fait, dans le conventionnement, on veut plus qu'il y ait de pesticides sur ce qu'on va manger, ou en tout cas toute une liste des plus dangereux qui sauteraient, on n'a pas la production en face. Et donc il faut se donner le temps d'accompagner les acteurs de la production pour les conventionner sur un mécanisme de transition, et de se dire que d'ici 2 à 3 ans, ils sont plus ils se passent de ces pesticides là, et on assure que leur production, elle leur soit achetée à un prix rémunérateur pour l'ensemble de leur travail. Donc ces 150 € qu'on propose, c'est des 150 € indexés sur une éventuelle et probable et certainement souhaitable et nécessaire augmentation du prix de l'alimentation, pour que le prix qu'on paye notre alimentation corresponde à des logiques de responsabilité sociale et environnementale, en tout cas que le coût du travail permette aux paysans de vivre correctement, et aux autres producteurs de la chaîne alimentaire, et qu'en plus quand on respecte l'écologie, ça coûte un peu plus cher de produire, et donc qu'on puisse aussi assumer ces coûts-là. Donc c'est un budget 150 € qui a vocation à évoluer en fonction de la pertinence et de l'exigence des critères qu'on mettra en place.
c'est voilà, un projet pour se dire fondamentalement, il y a que démocratiquement qu'on arrivera à concilier les objectifs de transition écologique qui sont nécessaires aujourd'hui avec de la justice sociale et la mise en place de droits et de répondre non pas à l'urgence par des mécanismes bidouillés et tricotés comme l'aide alimentaire et plein d'autres choses, mais avec ce qui a fait les fondements de la sortie de la Seconde Guerre mondiale, en établissant des mécanismes permettant de mettre en œuvre des droits de façon universelle pour l'ensemble des habitants du territoire. Voilà ce que je peux en dire rapidement. Donc si je comprends bien, entre l'UFAL et le collectif pour la sécurité sociale de l'alimentation, en fait les McDonald's n'auraient plus de clients et n'auraient plus de travailleurs, hein, puisque avec les 150 € dont vous venez de nous parler, forcément les étudiants qui seraient autonomisés n'auraient plus besoin d'être exploités, et puis ils iraient consommer autre chose que cette affreuse malbouffe. J'ai bien compris ? Si McDonald's accepte de ne pas faire de profit sur ses restaurants, de payer correctement et de ne plus exploiter les étudiants qui travaillent dedans et de faire des hamburgers à partir de bons produits, pourquoi pas garder l'enseigne McDonald's et se faire des lieux sympas et conviviaux où on peut manger un burger parce que ça fait du bien. Ça fait beaucoup de sous. Donc il y a des chances qu'ils soient pas conventionnés et qu'on crée d'autres restaurants de burgers à côté comme il y a déjà plein de petits projets comme ça qui existent. Et alors nos jeunes là, qu'est-ce qu'ils pensent de ces projets, enfin de ce projet de carte vitale de l'alimentation à 150 € par mois? Je vais laisser Aliénor commencer cette fois. Ok. J'entends. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée et que ça permettrait beaucoup de choses et ça permettrait à de nombreuses personnes de mieux vivre et de mieux s'alimenter, surtout avec des produits qui sont de qualité. Parce que je pense que c'est un gros débat aujourd'hui, comment bien s'alimenter de façon en ayant des moyens qui sont limités, etc. Donc je pense que ça résolverait pas mal de problèmes. Après, j'ai l'impression que c'est un peu utopique, mais je voudrais y croire très fort. Mais j'ai l'impression de pas bien voir comment ça pourrait se réaliser aujourd'hui. Donc en 1788, il y avait beaucoup d'utopistes en France. Hein. Certes. Mais je trouve que c'est une très très bonne, et le fait que ce soit utopiste, ça veut pas dire que on ne peut pas le faire et que ça ne va pas se faire. C'est juste, moi j'ai tout le temps des réserves par rapport à ça parce que j'ai du mal à voir comment ça peut se concrétiser. Mais les gens qui travaillent dessus, ils sont pleins de ressources et des ressources que moi je ne connais pas. Et donc je pense qu'ils sont beaucoup plus à même de le faire et qui sont et que plein de surprises et je crois à ce projet. Voilà. Du coup, pour prendre la suite, je suis assez d'accord du coup avec le début de ce qu'a dit Aliénor. Du coup, l'idée est séduisante. Par contre, moi, j'ai pas très bien saisi la manière dont ce serait financé. Et après, c'est bien la discussion. En fait, moi, le point qui me fait sur lequel je bute, c'est ok, la discussion avec le gouvernement, mais comment est-ce qu'on discute pour ce genre de choses au niveau européen, étant donné que une grande partie de ce qui est agriculture est régie par l'Europe et de moins en moins par la France pour son territoire. Donc si juste une petite précision là-dessus, puis après peut-être continuer une réponse un peu plus claire. Alors Mathieu, il va répondre sur la PAC, mais je signale au passage que le prochain numéro d'UFAL Info, qui est la revue trimestrielle de l'UFAL, comporte un article important d'Olivier Nobile sur le Made in France, sur la production du Made in France. Et dans ce numéro, alors il y a tout un tas d'articles, il y a un article sur le cinéma, sur la laïcité en France, etc. Et il y a un article d'Emmanuel Azé de la Confédération paysanne sur la filière fruits et légumes. Et justement, alors tant Olivier dans sa réflexion de l'UFAL que Emmanuel Azé de la Confédération paysanne se retrouve
à parler de cette problématique des cadres européens. Alors je vous laisse découvrir ce qu'ils en écrivent. Ils se sont pas concertés du tout. Je pense qu'ils se sont pas lus même avant. Enfin, ils sont tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, pour sortir, pour créer une nouvelle production et sortir du système dans lequel on est, il y a effectivement au niveau européen des choses à revoir. Mais Mathieu, vous avez sans doute des choses à nous préciser. Oui, j'aime bien dire un peu pour provoquer, la PAC, on s'en fout par rapport à ce qu'on est en train de faire, parce que déjà, il faut vraiment remettre historiquement, avant la PAC, la France a mis en place des politiques agricoles de modernisation de l'agriculture, et globalement, l'ensemble de ces politiques a visé à éradiquer la population paysanne, à faire de l'agriculture un secteur consommateur de produits industriels, et producteurs d'une alimentation à bas coût pour faire que les familles puissent se nourrir moins cher pour pouvoir consommer plus de produits industriels et bref, lancer l'économie. Je sais pas, je suis pas persuadé que ce soit avec les mêmes outils qui ont détruit l'agriculture qu'on les remontera. Donc moi, un verdissement de la PAC ou une PAC pour financer une meilleure agriculture, j'y crois pas trop. Je pense plutôt qu'il faut se battre pour une socialisation de l'agriculture. Et c'est ce qu'on propose dans le projet d'une sécurité sociale de l'alimentation. On a besoin d'un budget de 120 milliards pour ça, pour financer ces 150 euros par mois par personne. La PAC, c'est un budget de 10 milliards. Donc, c'est anecdotique par rapport au travail qu'on est en train de mettre en place. Si on peut faire en sorte que la PAC, elle subventionne l'agriculture qu'on a envie de voir et de définir par une sécurité sociale de l'alimentation, tant mieux. Ça nous fait 10 milliards de moins à aller chercher. Sinon, c'est pas grave. Et c'est pas très important. C'est grave quand même de se battre contre ça pour pas qu'il reste 10 milliards pour continuer d'aller subventionner l'agriculture industrielle comme c'est le cas aujourd'hui. Mais c'est pas du tout incontournable. Premièrement, et deuxièmement, est-ce que la sécurité sociale de l'alimentation est possible dans le cadre de la réglementation européenne? Oui, de la même façon que la sécurité sociale aujourd'hui, elle n'est pas attaquée par les traités européens. Donc on peut tout à fait envisager de se doter d'un mécanisme comme ça qui définit quels sont les produits conventionnés, quels sont les produits qui ne le sont pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'attaquer aux traités européens pour plein d'autres choses, et notamment pour les mécanismes de protectionnisme nécessaires au maintien simplement d'une filière fruits et légumes en France, voilà. Et sur les questions de financement, pour faire simple, l'idée, l'idée c'est de prendre des cotisations sur la valeur ajoutée, donc sur le produit intérieur brut de la France. On peut les prendre exactement de la même façon que se font les cotisations pour la sécurité sociale, c'est-à-dire financées sur le salaire ou les revenus mixtes pour les indépendants. Et on peut aussi envisager de baser l'assiette de la cotisation non pas sur la rémunération du travail uniquement, mais sur l'ensemble de la valeur ajoutée, donc qui prendra aussi en compte tout ce qui va être rémunération des investissements et profits, ce qui est un peu moins juste par rapport à pas mal d'entreprises qui disent ne pas faire de profit en France, comme par exemple Starbucks, et qui défiscalisent l'ensemble de leurs profits dans des paradis fiscaux, ce qui nécessite pour ces entreprises-là de calculer une valeur ajoutée utopique, imaginée de ce qu'elles devraient faire effectivement, mais ce qui n'est pas impossible visiblement, d'après certains qui travaillent aux impôts qui le font pour d'autres caractéristiques, et donc voilà, d'asseoir là-dessus une cotisation qui viennent directement alimenter. Simplement pour donner un ordre d'idée, si demain on n'arrivait pas à prendre de cotisation sur la valeur ajoutée et que ça se basait uniquement sur les salaires, pour avoir ces 120 milliards d'euros, on serait sur une cotisation de 10% sur les salaires. Donc en gros, voilà, quelqu'un qui gagne 1500 euros, ça lui ferait une opération blanche. En dessous, on est bénéficiaire, au-dessus, on est contributeur. Et donc l'idée, c'est comment on peut éventuellement se baser un petit peu là-dessus et aller voir si on peut aller chercher ailleurs que sur la masse salariale aussi, en essayant de calculer le profit un peu de toutes les grandes entreprises notamment, pour ajouter et pour faire en sorte que le point de bascule il se fasse pas à 1500 mais plutôt entre 1007 et 2002 quoi, entre le revenu médian et le revenu moyen,
au-dessus, on estime normal que les personnes soient contributaires du système. En tout cas, dans Ingénieurs sans frontières, là, l'association dans laquelle je suis et sur le projet qu'on travaille. Bon, très bien, merci Mathieu. Alors peut-être Alexandre qui a demandé la parole brièvement, Aliénor si elle veut faire une dernière intervention, et puis après Nicolas, si tu es d'accord, on va remercier tous nos invités et puis on en finira là. Alexandre. Ouais, du coup, merci pour les précisions déjà, du coup, il y a ça, et puis sur les clarifications sur le fonctionnement avec l'Europe, finalement, les 10 milliards de la PAC, les 108 milliards de besoins, tout ça. Et sur le contributaire et celui qui va en profiter, j'ai perdu le mot. Est-ce que du coup on retomberait pas dans, étant donné que il me semble que la majeure partie des ceux qui vont comment expliquer ça? En fait, est-ce qu'on retomberait pas dans la courbe, je sais plus exactement si c'était Olivier ou Philippe qui en parlait, de la courbe en U, où on se retrouve avec encore une fois la classe moyenne intermédiaire qui se retrouverait à payer en grande partie cette allocation à l'alimentation pour une partie qui serait bénéficiaire, et un système économique fiscal qui qui a tendance à avantager un peu ceux qui gagnent un peu plus. Est-ce qu'on retomberait pas à nouveau dans un peu le même travers? Et puis après, je voulais pas ouvrir là-dessus étant donné qu'on a dit qu'on s'en allait vers la conclusion, mais là, désolé. Ouais, Mathieu, pour terminer. Le principe d'un taux unique de cotisation, c'est quand même ça revient à quelque chose d'extrêmement proportionnel, et donc de prendre beaucoup plus aux salaires les plus élevés. Après, il va falloir modéliser ça et voir un petit peu comment ça se passe. Je peux pas avoir de garantie qu'on retombe pas sur cette courbe en U, parce que on n'est pas allé assez loin dans la prospective et les démarches de recherche autour de ça. Il nous semble qu'on part sur des bonnes bases, mais à vérifier. Olivier, vous pouvez apporter quelques précisions? Si j'ai une minute, oui. Je suis très intéressé puis par cette proposition de sécurité sociale de l'alimentation, qui m'oblige aussi d'une certaine manière à sortir de mon cadre réflexif, qui s'appuie sur le déjà là. Donc c'est toujours très stimulant, j'ai aucun problème. Moi je dis simplement attention à l'idée d'une cotisation sur la valeur ajoutée. Ça, moi je le dis, pour moi c'est une impasse. Selon moi, je ferai remarquer à toutes fins utiles que la cotisation sur la valeur ajoutée, ça a été l'objet de rapports dans les années 90, rapport de Chadla, rapport Foucault, rapport Malek, etc., qui visaient à réformer le financement de la sécurité sociale dans une approche qui, disons-le tout net, était une approche quand même plutôt néolibérale. Je répète souvent à tous ceux qui considèrent que la valeur ajoutée, la cotisation sur la valeur ajoutée et le financement idoine, que la meilleure, la plus simple, la plus sociale, la plus directe manière de taxer ou de socialiser la valeur ajoutée, c'est l'augmentation des salaires. Voilà. Et que la cotisation patronale et l'augmentation des salaires, c'est mécaniquement une cotisation sur la valeur ajoutée. Voilà. La problématique de la cotisation valeur ajoutée, je m'arrêterai là parce que ça mériterait d'autres débats, mais est très problématique parce qu'elle suppose également d'être capable de régler des problématiques de dissimulation d'assiettes. Elle pose, donc tu as évoqué, vous avez évoqué tout à l'heure, elle pose d'autres problématiques autour également de la question de la substitution capital-travail. Voilà. Elle pose, et il n'est pas forcément bon de maintenir effectivement sur un certain nombre d'emplois, d'ailleurs très pénibles, etc., forcément des emplois. Je veux dire, le progrès technique n'est pas en soi un mal. Ce qui est important, c'est que les gains de productivité du travail fassent l'objet d'une redistribution à destination des salariés, par le biais précisément d'une réduction du temps de travail, mais également d'une augmentation des salaires. C'est ça pour moi l'enjeu crucial. Moi je considère qu'une cotisation sur la valeur ajoutée effectivement est une impasse, et que la cotisation sociale n'existe que précisément parce qu'elle est adossée à l'emploi salarié, et qu'elle est adossée, je dirais, à la figure du salarié selon moi.
Eh bien là, on tient un sujet intéressant, Nicolas, pour une prochaine fois. Je crois que là, Olivier et Mathieu vont revenir dans l'Aïcidad pour parler de cette question. Aliénor, pour terminer, et on dira au revoir à tout le monde. Aliénor, un petit mot sur tout ce qu'on vient de dire. J'ai rien de plus à dire pour l'instant, donc je vous laisse la parole et je vous laisse conclure. D'accord. Merci. Bah peut-être pour une prochaine fois, peut-être dans le prochain, dans le thème qu'on abordera. Alors, en tout cas, je pense que nos jeunes étudiants ont compris qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a tout de même tout un tas d'organisations, alors progressistes, qui pensent à améliorer la société et à mettre un terme à l'abandon. À l'abandon dans lequel on est, c'est-à-dire que évidemment le néolibéralisme, c'est le système de l'homme loup, qui l'homme loup ou renard dans un poulailler. Et là, effectivement, nous présentons une alternative, une société plus humaniste, dans lequel les sujets sont pris en main, et puis surtout une société démocratique, c'est-à-dire que les choses doivent se discuter par les personnes concernées. Voilà. Ouais. Donc c'est quand même une note réjouissante. On voit que Mutual, dans l'urgence, à mener les actions nécessaires, mais on voit aussi que il reste des militants qui croient en la socialisation de l'économie, qui croient encore au progrès. C'est même un gros mot maintenant, le progrès. Il y a eu beaucoup de littérature pour venir dire que le progrès était négatif. Eh bien non, nous sommes ici des partisans du progrès, et puis même, je dirais même, du socialisme. Voilà. Oh là là, là ça je l'ai dit. Oh là là, tu dis des gros mots là. Tu dis des gros mots. Et en fait, un socialisme au service des travailleurs, puisque en France, quand on regarde la majeure partie de la population, elle est du monde issue du monde du travail. Elle appartient au monde du travail. Et là, on parlait de valeur ajoutée et de richesse. Le produit intérieur brut, il est fabriqué par des gens qui travaillent, et pas uniquement des rentiers ou des actionnaires, et pas uniquement des holdings de l'étranger. Voilà. Je crois que, en tout cas, là, nous n'avions aucun actionnaire et aucun rentier. Donc, on a eu un beau débat. Merci à toutes et tous d'avoir participé à ce long débat. Et puis, nous, on va finir, Nicolas, tous les deux, avec humour et joie, de se réjouir de ce débat. Merci à tout le monde. Au revoir. À bientôt. Merci pour l'invitation. Au revoir. Merci à vous. Et merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ouais. Salut tout le monde. Merci Olivier. Eh bien, dis donc, belle émission quand même. Là, bon, ça a duré un petit peu, comme on disait tout à l'heure. Ça a duré un petit peu, mais pas mal d'interventions très intéressantes. Et là, on touche quand même un sujet. Alors, on parle des étudiants, mais en fait, pas que, quoi. Effectivement, je crois qu'on éclaire un véritable problème de société. C'est ça. Et les réformes, les rustines, les lois spectacles bavardes qui sortent régulièrement, eh ben, on a bien compris que ça ne va pas suffire, puisque lorsque nous parlions de l'alimentation, l'accès à l'alimentation, et de tout le système qui se fait autour de la malbouffe, qui finalement, c'est la malbouffe qui finançait les étudiants, c'est ça qu'on comprend. C'est ça, et qui profite, alors qui finance les étudiants, alors déjà avec des salaires indignes, et en plus il y a des aides qui viennent, enfin Olivier nous l'explique bien, qui fait que du coup ça compense une sorte de salaire, enfin bon, c'est pas énorme non plus pour les étudiants, et donc ils en profitent. Alors la malbouffe profite de tout ça, nos étudiants vont pas bien, ils ont des salaires de merde, dans des métiers pas terribles, et en plus ils sont obligés de bosser pour étudier. Bon, ce qui a été relevé, Alexandre nous a dit que aussi travailler en même temps que faire des études, c'était aussi bénéfique. Oui, dans sa filière, évidemment. Et en fait, tous les modèles sont possibles. Mais par contre, je crois que les propositions à la fois d'allocation sociale à l'enfant et aux jeunes et de sécurité sociale et d'alimentation, on voit bien ce sont des propositions qui convergent. Oui. Eh bien, ces propositions révolutionnaires, elles sont à même
de transformer la société, parce qu'on aura forcément une autre jeunesse, plus autonome, plus responsable qui arrivera, qui aura des outils en main pour construire l'avenir, leur avenir, et le nôtre, parce que c'est eux qui nous géreront quand on sera vieux, hein, en maison de retraite. Oui, c'est pour bientôt, hein, quand même. Oui. Non, c'est important de voir que par le prisme de la jeunesse d'aujourd'hui, des étudiants d'aujourd'hui, qu'ils soient en apprentissage ou pas, on voit que ce système, cette société ne va pas. Voilà. Et elle ne va pas que pour les étudiants, elle va pour l'ensemble de la société, et que nous avons des solutions. On l'a évoqué à l'UFAL. Voilà, Olivier en parle, Philippe parle aussi de différentes solutions, Mathieu. Donc on a des solutions. Il manque plus qu'à aller chercher les moyens, quoi. Les moyens, et évidemment on comprend bien que c'est réinstituer la République, la liberté, la fraternité et l'égalité, et la démocratie, parce que à chaque fois qu'ils nous expliquent différentes dispositifs qui pourraient être mis en place, à chaque fois il est question, on revient vers les citoyens. C'est-à-dire que on revient vers les citoyens, et il y a quelque chose de démocratique. Donc c'est quand même pas mal. Ah oui, ça prouve bien aussi que les solutions autoritaires qui se dessinent, il y en a une chaque semaine. Bon, elles ont leurs limites, et elles sont mal comprises, mal perçues, et forcément il y aura le retour du bâton. Et nous serons là avec des propositions. À ce moment-là. Tu sais, en cette période-là, on est au mois de mars. Moi, tout ça, ça me fait repenser à la commune, quoi. Quelque part, tu te rends compte, il y a 150 ans, ils avaient déjà pensé à pas mal de choses dont on parle aujourd'hui. Tout à fait. Et c'est l'occasion de s'en inspirer et de réussir, d'aller plus loin, parce que les Thiers et les Versaillais, on n'en manque pas. Ah non, on en a. D'ailleurs, ils nous insultent. Alors, comme ça. On sait depuis la dernière émission que on est des gentils garçons, donc avant de raser le Sacré-Cœur, on mettra un petit peu de temps, mais ça fera un super parc d'attractions. Oui. Ah oui, il y a de la place quand même. Il y a de la place. Bon, et alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans UFAL Info bientôt ? Alors là, le prochain UFAL Info, il faut se précipiter. C'est un numéro spécial Made in France. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion sur la relocalisation de l'économie, la réindustrialisation de la France, et pas à n'importe quel prix, puisque il y a un texte d'Olivier Nobile qui explore tous les avantages et aussi les écueils possibles du Made in France. On a un article de notre chroniqueur de Laïcidad sur Laïkino, Alain de Fromont, sur le cinéma français. Il explique comment la spécificité culturelle française, en fait, a une utilisation universaliste. C'est-à-dire que le cinéma français, maintenant, grâce à lui, nous le savons, il permet à tous les cinémas mondiaux de faire autre chose que Netflix, quoi. Hein, voilà. Ensuite, il y a un article d'une avocate qui parle de la souveraineté juridique, et elle dit il faut qu'on revoie les choses, parce que si ça continue, la loi ne sera plus dite au nom du peuple, puisque la loi se fait ailleurs. Et enfin, on a aussi un article d'un syndicaliste paysan qui nous parle de la filière fruits et légumes. Alors moi, c'est l'article qui m'a le plus désespéré, parce que pourquoi l'agriculture telle qu'elle est faite dans le cadre européen et libre-échangiste mondial tue actuellement les paysans français et même nos agriculteurs industriels, très concrètement. Bientôt, on n'aura plus que des friches en France. Ah ouais. Ou des terres louées aux Chinois. D'accord. Et donc nos fruits et légumes viendront d'autres pays. Tout à fait. C'est ce qui est en train de se passer. D'accord. Donc on aura du bio d'Amérique du Sud ou du bio centrafricain. Pas si loin, hein, il en parle, parce qu'en fait il y a du bio d'excellente qualité qui vient du Maroc et d'Espagne. Il faut reconnaître que le travail peut être bien fait. L'Espagne, qu'on critique, s'améliore tout de même, parce qu'elle a bien compris comment fonctionnait l'Europe. Mais par contre, ce que j'ai découvert en discutant avec ce camarade paysan,
c'est que dans le Maghreb, ils ont créé des lois protectionnistes, c'est-à-dire qu'ils ont protégé leur agriculture, à la fois au Maroc comme en Algérie. Et nous, par contre, dans les traités européens dans lesquels nous sommes, et les traités libre-échangistes mondiaux, notamment celui qui vient d'être signé avec le Brésil, grâce à Macron, on peut pas protéger notre modèle social et notre modèle d'agriculture sans pesticides. Ah ouais, que c'est bien malheureux que on ne puisse pas faire tout ça. Enfin, qu'on ne puisse pas. Si, on peut le faire. Il faut reprendre le pouvoir. Alors, UFAL Info, il faut s'abonner. C'est 16 € par an, 4 € le numéro. C'est moins cher par électronique. Mais enfin, il faut s'abonner. Et il y a une nouvelle revue semestrielle, 200 pages, 11 contributeurs. Cause républicaine. Cause républicaine. Et ça, c'est un petit manuel du combattant républicain en 3 parties. Il y a une explication de mots. Il y a ensuite des articles de fond et ensuite des textes historiques. Alors c'est fait en partenariat avec les éditions Matériologistes, donc c'est un bel ouvrage. Là, il faut absolument se précipiter. Dès que vous allez écouter cette émission, il faut aller sur le site internet ufal.org, souscrire 15 € au lieu de 20 pour le premier numéro. Tu m'en as mis un de côté, tu me l'as dédicacé ? Évidemment. Ah, merci. Tu es le premier à qui j'ai pensé. Ah, merci Nicolas. Merci. Voilà. Donc, comment on fait pour le commander ? On va sur le site internet ? Alors, on va sur le site internet où on écrit à l'UFAL et on donne son petit pécule de 15 € au lieu de 20. D'accord. Bon, les gens qui vont écouter le podcast, ils vont retrouver facilement le lien du site internet de l'ufal.org. Et puis voilà, ils vont se balader sur le site et ils vont trouver assez rapidement. Tout à fait. Bon, Nicolas, merci. Merci Franck. Merci aux auditeurs et aux auditrices de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Oui, alors prochaine émission, ce sera certainement sur l'égalité. Ah, alors, vaste sujet, très bien. Bon, à bientôt. Salut Nicolas. À bientôt Franck. Au revoir tout le monde. Au revoir. L'UFAL est une association familiale laïque, progressiste et indépendante. L'école doit être organisée comme projet de société. J'ai moins peur des extrémistes religieux que des laïcs qui se taisent.